Alors allons-y. Je ne sais comment faire pour que ce mail ne devienne pas un très long pavé indigeste. Je parcours votre site, je m'imprègne de ces idées, je bouscule les miennes. Sur l'éducation, sur l'instruction, sur notre regard sur l'enfant, sur les bons sentiments, sur la nécessité de l'effort, sur la notion d'obéissance, de liberté. Tant de choses me parlent, m'interpellent, me font douter. Tant de livres font l'apologie de cette éducation dite bienveillante qui consiste à donner des choix sans fin à l'enfant, qui consiste à créer une relation horizontale dans laquelle l'enfant et le parent seraient toujours sur une même ligne. Alors ça, c'est certain que beaucoup de gens disent ça, il y a toute une culture autour de ça qui est une culture fausse. Et nous le montrons par A plus B, nous le montrons très très bien sur le site, nous avons fait des vidéos au sujet des écoles dites démocratiques, sur la bienveillance qui conduit au chaos, etc. Alors, je crois que très naturellement, il y a des modes. D'abord, l'humanité n'a pas de mémoire, et n'a pas de culture. Donc l'humanité ignore que tout ça a déjà été expérimenté des milliers de fois dans des tas d'endroits. Donc on croit que c'est nouveau, et donc on en fait une mode. On croit que c'est nouveau, et donc on en fait une mode. Vous voyez bien. C'est-à-dire qu'on s'éprend d'une chose comme si c'était nouvellement débarqué depuis la Lune. Et comme dans tous les cas, quand il y a une mode, il y a un excès qui consiste à aller jusqu'au bout du principe, un absolutisme qui consiste à dire il faut de la bienveillance, donc totale bienveillance, c'est-à-dire telle que je la conçois moi, c'est-à-dire en fait, je n'interviens plus du tout, l'enfant est totalement libre de créer ses savoirs. C'est une idiotie totale puisque l'enfant, vous le comprenez bien, ne va pas découvrir tout seul le théorème de Pythagore, ni jouer du violon tout seul. Il va gratouiller sur l'instrument, mais ça n'ira pas bien loin et on le sait très bien. De même, on ne voit pas qui pourrait grimper en haut de l'Everest sans être aidé, sans être guidé. Donc tout ça c'est totalement aberrant. C'est bien pour le tout petit enfant, on le laisse tranquille, on n'a pas besoin de le prendre en main dès son plus jeune âge. On n'a pas besoin, on peut le faire quand même, ça n'empêche pas. Mais ça peut marcher, mais jusqu'à un certain terme. C'est ce que nous expliquons très fréquemment sur le site. Vous n'avez qu'à regarder tout ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas justement dans l'esprit d'une bienveillance qui en réalité masque une certaine paresse, puisque derrière tout ça, il y a la non-ingérence du parent, l'envie de ne pas intervenir. Il y a aussi des calculs économiques de la part de certaines écoles qui se disent c'est mieux, comme ça j'ai pas de prof, j'ai pas encadré les enfants, ils se débrouillent tout seuls et puis j'ai pas de matériel à acheter et tout va très bien, je vais pouvoir faire de l'argent. Et en plus ce sont des écoles beaucoup plus chères que les autres écoles sous contrat ou hors contrat. Donc vous voyez que c'est loin d'être aussi idyllique que ce qu'on nous raconte et nous avons des cas très fréquemment rapportés de désastres avec des jeunes qui sortent de l'école à 16, 17, 18 ans, de ces écoles dites bienveillantes, et qui sont en échec complet, qui ne comprennent rien au monde, qui n'ont jamais eu l'habitude de travailler dans une certaine discipline, un certain encadrement, qui ne savent pas travailler en équipe, très très peu, qui n'ont aucun sens de l'effort, parce qu'ils ne font que ce qui leur plaise, qui ne connaissent pas les difficultés, qui ne connaissent pas l'épreuve, très très peu, etc. Donc ce n'est pas ce que nous voulons. Comme vous le dites, peut-on parcourir un chemin de haute montagne sans guide ? Non. On ne peut parcourir que des chemins très vagues en bas de la plaine et qui sont le chemin de tout le monde, des chemins balisés, sans grand intérêt, en toute sécurité. Et ça n'est pas ça la vie, pas notre avis. Comment faire face aux intempéries, aux obstacles si la responsabilité incombe à tout le monde et personne à la fois ? Exactement. En ce moment, je remets beaucoup en perspective cette idée qui au départ me paraissait pleine de belles promesses. Car oui, je reste persuadé que l'enfant a besoin d'un cadre sécurisant, d'une présence rassurante et d'une réelle bienveillance pour grandir en équilibre. Nous disons qu'il faut une juste distance. Ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que l'avantage de notre expression, c'est qu'elle tient en deux mots. La juste distance, ça inclut tout ça. On donne à l'enfant quand il y a un besoin. Et pas seulement un besoin de l'enfant, c'est le besoin aussi du parent de voir son enfant faire autre chose que de faire des choses basiques. Quand on veut que l'enfant devienne, je ne sais pas moi, un apiculteur, les parents sont apiculteurs et ils aiment ce métier, ils veulent montrer à l'enfant, eh bien, il faut à ce moment-là montrer aux enfants des techniques qu'ils ne peuvent pas découvrir tout seuls, qui sont transmises. Et donc on va aller loin, très haut dans ce domaine, en passant par des disciplines, c'est ce qu'il faut appeler des disciplines en fait, qui permettent d'avancer sans se faire mal, sans commettre des désastres. C'est évident. Discipline. Ce qui est un mot qui fait très peur. Aujourd'hui, on a peur des mots. On pense que la discipline, forcément, c'est des coups de fouet. On n'a aucune idée de ce que peut être une discipline. La discipline, c'est ce qui relève du disciple. La discipline n'est pas forcément contraignante, n'est pas forcément épouvantable, n'est forcément martiale. Mais on s'en fait une vision parce qu'on est dans une société très libérale qui a mis à l'index la transmission et l'art de la transmission. Donc juste distance, on donne, et parfois on prend du recul, on prend du champ.
Et on ne s'implique pas trop non plus dans une relation qui serait une relation fusionnelle, qui est une énorme erreur. Nous en parlons aussi sur le site. Pas de relation fusionnelle avec l'enfant, mais une communion à juste distance. Il ne faut pas être en permanence obsédé par ce que l'enfant va devenir. Il faut lui lâcher la grappe un peu de temps en temps pour le dire vulgairement. Et cela, les parents qui ont 7, 8 enfants, ils le savent. Ils le savent parce que ce phénomène-là, ces inquiétudes-là, ces obsessions-là sont très fréquemment le fait de parents qui n'ont qu'un seul enfant. Ils ne savent pas comment faire. Mais une fois qu'on a 5, 6, 7 enfants, eh bien, il est évident qu'on n'a plus du tout la même façon de voir les enfants. Et on est beaucoup moins inquiet et obsédé de trouver la bonne réponse. La pratique fait qu'on est bien meilleur. On sait ce qui marche avec les enfants. De quelle bienveillance parle-t-on ? Je constate que la fermeté à la discipline et un cadre sain et solide aide l'enfant beaucoup mieux que les discours à rallonge, bien sûr. Bien sûr. Des négociations et des choix sans fin qui fragilisent la relation parce qu'il n'y a pas de capitaine à bas. Exactement. Et en plus, on fait porter à l'enfant, on lui fait porter sur ses épaules des responsabilités qui ne sont pas les siennes, qui sont trop lourdes pour lui. Si vous lui dites, tu choisis entre être un bon élève ou un mauvais élève, c'est horrible. C'est horrible. Oui, tu fais ce que tu veux, d'accord, bon, très bien, tu fais rien, tu vas pas apprendre ce cours, mais si tu le sais pas, par rapport aux autres, tu seras mauvais. En revanche, si tu acceptes de le faire, tu seras bon, mais il faut que tu travailles, tu vas souffrir. C'est horrible pour un enfant, parce que c'est lui donner un choix qui n'est pas de son âge. C'est affreux, c'est une chose à faire. En fait, c'est une démission des parents. Pourquoi est-ce qu'il y a un parent ? Pourquoi est-ce qu'il a été donné qu'il y ait des parents ? Ils sont là précisément pour porter le poids que l'enfant ne peut pas porter. C'est aux parents à faire des choix pour l'enfant. Et plus le parent est éclairé, plus il a un bon niveau, plus il est cultivé, plus il sait ce qu'il veut dans la vie, meilleurs ses choix seront. Obéir est devenu un mot grossier, mais tout dépend de ce que l'on met dans ce mot. Non, absolument. Et moi je dis que de toute façon, s'il n'y a pas d'obéissance de la part de l'enfant, il n'y a même pas besoin d'imaginer qu'il puisse y avoir une instruction, une éducation, il n'y en a pas. Puisque à la base, il faut qu'il y ait une obéissance, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour l'équilibre de l'enfant, c'est nécessaire pour la relation aux parents, c'est nécessaire pour l'apprentissage qui doit avoir lieu, mais c'est nécessaire aussi parce que l'individu qui n'est pas prêt à obéir d'une certaine manière à un certain ordre social va se coller à tous les problèmes qui existent. Il va être dans le refus permanent, dans la critique permanente, c'est ce qu'on a en France, beaucoup, beaucoup. Les gens ne comprennent même pas pourquoi il y a un feu rouge. Donc, ils finissent par les griller, ils sont dans une sorte de rébellion permanente qui assimile tout à tout. Derrière chaque gendarme, il y a forcément un système tout entier. Et donc, on se fait un ennemi du monde entier. On est dans la rébellion universelle, ce qui est totalement stupide, évidemment. Et ça limite, évidemment, les horizons. Donc, il faut savoir avoir une certaine obéissance intérieure vis-à-vis des choses. Évidemment pas complète, c'est pas une soumission intégrale, c'est une obéissance à des choses qui s'imposent, qui relèvent de la loi naturelle, ou parfois de la loi des hommes quand elle est juste, et puis une capacité, quand on sait obéir, on est aussi capable de désobéir, parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on obéit et pourquoi est-ce qu'on désobéit, face à une loi immorale par exemple, face à des comportements inadmissibles. On a une obéissance qui conduit également à une capacité à commander, car quiconque n'a jamais obéi ne sait pas commander. On n'a jamais vu un très bon commandant qui ne soit passé par le stade de soldat ayant appris à obéir, etc., etc. Donc de toute façon, toute contrainte amène un avantage. Il y a dans la vie comme ça un avers d'une médaille et un revers d'une médaille. Il y a des choses contraignantes qui amènent à des avantages. Donc l'obéissance est nécessaire. Comment voulez-vous obtenir qu'un enfant fasse un exercice si au moins il n'y a pas une obéissance de base ? Chez nous, c'est évident, mais nos enfants, ils nous obéissent. On est des bons parents, je crois, et donc on ne les contraint pas à une obéissance stupide, mais ils sont capables d'avoir une obéissance sans avoir à comprendre, et nous n'éprouvons pas la nécessité de leur expliquer tout ce que nous faisons. Il n'y a pas à se justifier en permanence auprès d'un enfant, c'est très malsain. Il faut parfois expliquer, éventuellement, et moi je dirais 2 fois sur 10, mais le reste du temps, on n'a pas à expliquer pourquoi est-ce qu'on dit quelque chose à un enfant. Si on dit à un enfant, tu mets le couvert, on le dit 1 fois, éventuellement 2, mais pas 3. Pourquoi ? Pourquoi maman, je dois mettre le couvert ? Il n'y a pas de pourquoi. Tu le fais et c'est tout. Dès lors que vous commencez à donner des raisons à l'enfant à tout ce qu'il fait, il commence à développer une maladie intérieure qui est justement cette espèce de besoin de tout justifier, cette rationalisation, cette hypertrophie cérébrale. Et l'enfant perd l'intuition
progressivement, la créativité, parce qu'il est dans le raisonnement. Et le raisonnement, vous savez, c'est un grand ennemi de l'être humain. Le raisonnement, il doit servir, mais il doit servir en tant qu'outil, et pas en tant que raison d'être. Or, l'Occident est beaucoup dans le raisonnement. On raisonne depuis Platon et depuis Aristote. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de difficultés. Alors encore une fois, c'est très bon le raisonnement, ça peut servir, évidemment, on en a besoin. Et on l'apprend en mathématiques. Qu'est-ce que c'est qu'un bon raisonnement? Mais il ne faut pas que ce soit de la rationalisation. Ce que beaucoup d'auteurs orientaux ou amérindiens dénoncent. Alors, les Amérindiens, ils n'ont pas écrit, ils n'écrivent pas de livres, mais ils ont transmis à certains de leurs élèves des enseignements autour de cette question de la rationalisation de l'homme blanc. L'homme blanc rationalise beaucoup. Alors que l'Amérindien, c'est-à-dire l'Indien d'Amérique, est beaucoup plus en intuition. Et il essaie d'être davantage en harmonie avec la nature. Alors, ça n'a pas que des avantages, il ne faut pas non plus faire de l'exotisme à 3 francs 6 sous, comme on a partout, le gentil indien et le méchant blanc. Ça, c'est pas du tout mon discours. Mais reste, et d'ailleurs, je dis franchement que les gens qui versent dans cette espèce d'esprit binaire ne connaissent rien au monde des Indiens, parce que s'ils connaissaient vraiment le monde des Indiens, ils ne seraient pas dans ce qu'on appelle le boboïsme, le BA, les gentils sauvages et puis les méchants blancs qui sont arrivés. Parce que les Amérindiens eux-mêmes ont une sévérité. C'est pareil pour le zen, si vous voulez, on parle du zen, mais si les gens savaient ce que c'était que le zen, mais ils partiraient en courant. Parce que le zen, ou l'esprit des Indiens d'Amérique, est bien plus sévère que l'Église catholique, du point de vue moral, par exemple. De même que le bouddhisme. Vous voyez, mais alors, l'Église catholique, c'est pas bien, c'est méchant, c'est rétrograde, mais en revanche, les Indiens, le zen, tout ça, c'est gentil. Mais non, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je connais très bien ces questions. Si vous allez vous plonger dans un milieu vraiment zen au Japon, j'aime vous dire que vous allez vous sentir extrêmement tenu, discipliné. Ce sera une gangue de fer. Et vous direz, quand même, en Occident, j'étais plus en liberté. Ah oui, c'est sûr. Donc, toutes les civilisations imposent à l'individu une obéissance vis-à-vis de l'univers qui l'entoure, une obéissance spontanée, foncière, qui est la simplicité de l'enfant. On n'a pas tout inventé, on n'a pas créé le monde, et nous devons accepter la loi naturelle, et nous devons même accepter la loi des hommes dans ce qu'elle a de juste, car les hommes nous ont transmis depuis la nuit des temps des tas de choses qui sont justes. Et de même, l'enfant n'a pas à remettre en cause ce que sa maman lui demande, pour autant évidemment que sa maman soit équilibrée et saine. Si elle est folle, c'est autre chose. Mais enfin, la plupart du temps, les mamans sont saines. Donc, la plupart du temps, je ne sais pas, je n'ai pas fait un relevé comptable, mais en tout cas, les mamans qui viennent nous voir sur le site, elles sont saines, pour la très grosse majorité. Et donc, quand elles disent à leur enfant, tu vas faire ta toilette ou tu ranges ta chambre, eh bien, il s'agit d'obtenir tout de suite et sans discussion. Il n'y a pas à s'expliquer. Et je ne veux pas que les mamans s'expliquent. Si on s'explique, on introduit un vice dans l'esprit de l'enfant. Et alors, ça tombe sur des gens très malades. Je connais des adultes qui sont très malades comme ça. Très malades. Qui perdent leur boulot tous les 3 mois parce qu'ils sont toujours dans la contestation, dans la provocation, dans la guerre. Ils sont toujours dans le moi j'estime que, moi je pense que non, je pense qu'il faut tout remettre en cause, je pense que... Ils ont tout inventé. C'est la génération, avant eux c'était rien, puis après eux ce sera le déluge. Vous voyez, ça c'est épouvantable. On ne peut pas travailler avec des gens comme ça. Donc il faut de l'humilité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, mais les sociétés où il y a le plus de tradition, et donc une obéissance innée, il y a aussi beaucoup plus d'humilité et de gentillesse. Beaucoup plus. En fait, la désobéissance conduit à la méchanceté. Les gens méchants sont très souvent des gens qui ont appris à désobéir très jeunes. Donc il faut faire très attention. Obéir aveuglément à des ordres contradictoires et qui n'auraient aucun sens à des parents qui feraient preuve d'un autoritarisme mal placé, effectivement, je ne vois pas comment cela pourrait donner un enfant sécurisé. Évidemment, bien sûr. Mais c'est sur ces mauvais exemples-là qu'on s'appuie pour obtenir une culture de la bienveillance qui est en fait une culture du chaos. C'est parce que ces gens, encore une fois, n'ont pas de culture, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont dans une vision binaire des choses. C'est très souvent dans la politique, les politiciens eux-mêmes sont comme ça. Il y a un problème, donc on va apporter une réponse qui sera une réponse exactement à l'opposé, sans espèce de distinction et sans discernement. Ce sont des enfants, en fait, ils n'ont pas de culture. Donc ils pensent que dès lors qu'on donne un ordre à un enfant, eh bien on est dans l'autoritarisme. Mais non, ils n'ont rien appris de la vie, ils ne savent pas. Il y a des ordres, et d'ailleurs, tout en professant leur théorie fumeuse, dès lors qu'un gendarme leur demande de s'arrêter sur le bord de la route, ils obéissent, et ils ne la ramènent pas. De même, quand il s'agit de payer des agios bancaires, ils disent rien. Ils ne vont pas se battre contre le banquier, ils ferment leur bouche. Alors, si vous voulez, ils protestent beaucoup sur les réseaux et les forums, etc., et puis ils prétendent qu'ils se battent pour la liberté, mais dès lors qu'il y a le moindre képi qui se promène, ou le moindre banquier de petite agence régionale qui les appelle, ils tremblent comme une feuille.
Donc en fait, de désobéissants, ce sont des gens craintifs, voire lâches. Ils n'assument pas, en fait. Les gens qui étaient vraiment dans une vraie rébellion, autrefois on avait des vrais gangs, des vrais gangsters, c'est des gens qui étaient élevés justement dans une obéissance parfois excessive. Justement, on a vu aux États-Unis par exemple, il y a des écoles dans les années au 19e siècle, des écoles extrêmement sévères qui ont conduit à des gangsters extrêmement dangereux. Parce qu'il y avait évidemment une réaction. Plus on avait été soumis, plus on était dans une révolte. Aujourd'hui, comme tout est mou, on est dans une espèce de bienveillance, de coolitude, de société tolérante, partout, ça dégouline de partout. On n'a personne de sérieux en face. Donc on n'a pas de grands gangsters en fait. Les seuls gangsters qu'on a, ils sont diligentés par les États pour commettre des attentats. Mais on n'a pas de vrais gros gangsters. Le dernier qu'on a eu, c'était Mesrine. Et c'est les gens qui ont été élevés dans les années 50. Aujourd'hui, on n'aura pas. Et c'est le but d'ailleurs. On ne veut pas que les gens soient suffisamment structurés, qui ne soient pas en mesure d'être des vraies menaces pour l'ordre ambiant. Et donc, on a compris, parce que les études sont là depuis très très longtemps et qu'on a observé ça depuis très longtemps, on a distillé cette espèce de coolitude, de tout le monde a raison, il ne faut pas trop forcer, C'est pareil dans le domaine du sport, il y a des grands champions qui se plaignent du fait qu'il n'y a plus de relève. Parce que à l'entraînement, les jeunes maintenant ne sont plus soumis à de vrais entraînements durs, comme ça existait encore dans les années 80, moi j'en ai fait, je faisais du sport, je peux dire que c'était parfois très très dur, mais on était très heureux de ce qu'on faisait. Ben oui, il fallait obéir, parce que le prof ou l'instructeur ou le moniteur, il donnait des consignes très très sévères. Aujourd'hui c'est interdit, on n'a plus le droit d'obtenir des performances, d'obtenir des efforts considérables durant les entraînements, c'est interdit, c'est de la maltraitance. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne trouvez plus de champions, ou alors on recourt à la dope, on recourt à la coco et aux anabolisants. Voilà, donc vous ne trouvez plus aujourd'hui de personnages forts, avec un regard puissant, une autorité. Et c'est ça que j'essaie de restaurer chez les mamans, de restaurer cette force, justement. Et donc ça passe par tout un processus, d'une part de reconnaissance de la grandeur, de l'immensité de la création, devant laquelle nous devons une reconnaissance profonde et une obéissance, et ce qui va être le pendant de cette attitude, une capacité à prendre les choses en main et avoir une grande autorité. Voilà, ça ce sont les deux tenants d'une même personnalité. Moins vous avez de reconnaissance et d'obéissance à la loi naturelle, moins vous êtes fort et moins vous avez d'autorité, et plus vous êtes soumis à tous les pouvoirs qui passent et à tous les systèmes. Plus vous avez cette reconnaissance, cette inspiration divine et cette capacité à voir la beauté, la grandeur, et à être humble vis-à-vis de la création, et vis-à-vis de ce qui nous est transmis, et vis-à-vis du legs des générations précédentes, d'extraordinaire histoire des hommes et des femmes, tout ce qui nous a pu être donné, plus on a une force intérieure, une autorité, une capacité à changer les choses. Voilà, c'est pour ça que l'école détruit les savoirs, qu'on détruit l'histoire, qu'on détruit tous les savoirs, ne veut pas que les individus aient cette capacité personnelle. Pourtant, je me rends bien compte, loin de la théorie délivrée dans ces livres remplis de bonnes intentions, que l'obéissance a des principes clairs. Oui, c'est ce que nous disons aussi. Livre rempli de bonnes intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Que l'obéissance a des principes clairs et des règles justes amène l'enfant non pas à la soumission comme on tente de nous faire croire, mais à un plus grand calme. Oui, d'autant que, alors, ça passe par deux choses. D'une part, ça va plus vite. L'enfant n'a pas à se prendre la tête pendant des heures sur ce qu'il a à faire. Il le fait tout de suite et sans y penser. Et moins on pense à l'effort qu'on fait, moins on souffre. Vous voyez, ça c'est une chose à bien noter, bien se rappeler. Moins vous pensez à l'effort que vous avez à produire, plus c'est facile. Je dis souvent aux mamans, aux parents, vous avez un truc qui n'est pas agréable à faire, faites-le de manière mécanique, vous vous déconnectez, vous le faites, doucement, lentement, ça va se faire tout seul, ça se passera très bien. Si vous y pensez, si vous faites une montagne, ça va être plus de souffrance. Bon, donc ça c'est vrai aussi pour l'enfant. Plus il est habitué à faire les choses simplement, on lui dit tu mets le couvert, dans 3 minutes c'est fini, mais il le fait, il va le faire rapidement, ce sera fait, il a l'habitude. Ce n'est pas une souffrance, il va pouvoir passer à autre chose. Et puis un plus grand calme en effet parce qu'il n'a pas de distorsion en lui, il n'y a pas cette espèce de confusion permanente et de conflit entre ce que je veux et ce que je dois. L'enfant a besoin d'un guide qui sait où il veut l'emmener. Exactement. Voilà, vous avez très bien résumé les choses. Excusez-moi, je reprends, le téléphone sonnait.
Votre force, il me semble, se situe dans votre grande érudition. Je ne la possède pas et découvre à quel point cela. Je crois pas que nous soyons très érudits. Nous avons simplement voulu, au cours de notre carrière, accumuler le plus d'éléments possible de façon à être le plus objectif possible et éviter d'avoir des opinions trop personnelles. Je crois que les opinions personnelles en éducation sont très dangereuses, puisque l'éducation, comme le reste d'ailleurs, c'est une chose qui a été fréquentée par les gens depuis des millénaires, des dizaines de milliers d'années. Et donc on serait bien mal inspiré de croire qu'on peut inventer encore des choses. Je ne crois pas qu'on puisse inventer quoi que ce soit. Je crois que le mieux qu'on ait à faire, c'est d'ajuster à une époque qui est quand même un peu compliquée aujourd'hui, qui est assez nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Ça, pour le coup, elle est vraiment nouvelle, oui. Mauvaise en ce qu'elle n'a jamais été aussi néfaste. Des techniques qui ont toujours fonctionné. Et alors, toute la question, c'est de savoir quelles techniques on utilise. Et des techniques, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas trop non plus se disperser parce que l'enfant, il a besoin d'une certaine unité. Donc on ne peut pas à la fois donner d'éducation un petit peu à l'anglaise, et puis d'éducation un peu à la japonaise, et puis un peu à la chinoise, et puis un peu à la sénégalaise. C'est pas possible, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que chacune de ces éducations recèle des exclusives et qui empêchent des mélanges avec autre chose. Il y aurait des contradictions. On peut, par petites touches comme ça, donner des éléments, ou par expérience vécue, donner des éléments, notamment par le voyage, qui relèvent de différentes cultures, mais il ne faut pas faire un mix. Le grand danger, c'est le mix. L'espèce de cosmopolitisme qui n'a jamais été une solution. Le cosmopolitisme n'est pas une solution. La solution, elle est dans l'enracinement et dans l'identité de l'enfant à ce qu'il porte en lui réellement, aussi bien dans le passé que dans le futur. Ce qu'il porte, c'est ce qu'il a reçu et c'est ce qu'il va faire. Sa vocation. Donc, voilà, je vous fais un grand discours là, mais c'est ça que je veux dire, c'est que nous avons voulu observer et pour finir, nous nous apercevons que n'importe quelle maman, même serait-elle illettrée et sans culture, dès lors qu'elle a une culture familiale, qu'elle a des repères et une certaine tradition, elle y arrive très bien. On n'a pas besoin d'avoir lu des quantités de livres, en fait. Il y a un excès d'ailleurs, je pense que ça peut paraître bizarre, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de livres, en fait, dans notre civilisation. Il y a trop d'écrits, et il n'y a pas assez de vécu. On a besoin davantage de gens qui aient vécu, et moins de gens qui aient lu. On est beaucoup trop dans une civilisation universitaire. Alors il faut lire, c'est très important, bien sûr, il faut énormément lire, mais il ne faut pas que le livre supplée à l'expérience directe. Je crois à quel point cela peut être réducteur pour ajuster sa pensée. Il est plus facile d'être sûr de soi et de ce qu'on défend lorsqu'on embrasse suffisamment d'époques et de grandes idées pour comprendre le cheminement qui a conduit à celles qui naissent aujourd'hui. Oui, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de notre instruction. Pas sur ses bases, l'instruction famille est devenue une évidence, mais sur ses contours. L'argent est un frein, on ne voyage pas, notre mode de vie n'est pas en harmonie avec le contexte dans lequel nous vivons. Bon, justement, ce que je viens de dire, ça y répond un peu. C'est pas parce qu'on ne voyage pas et qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas y arriver. On peut très bien élever dans l'humilité complète des enfants très 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 bien, qui seront très très ouverts au monde et capables d'affronter toutes les situations, y compris des situations de richesse ou de confrontation à des milieux qui sont différents. Si vous élevez correctement votre enfant, même si vous êtes quelqu'un d'extrêmement humble, à supposer que vous viviez dans un taudis, dans un milieu extrêmement populaire, si vous l'élevez comme il faut, il sera tout à fait capable de fréquenter des rois. C'est une question vraiment d'éducation, et je crois que c'est très important d'ailleurs, parce que si on est trop limité et qu'on n'a pas suffisamment d'ouverture d'esprit et surtout de perspicacité et d'universalité, le sens qui permet de situer l'individu dans le monde dans lequel il est et dans le rôle qui est le sien, qui est un rôle particulier, c'est-à-dire la contradiction qu'il y a entre l'individu particulier et la mission qui touche à l'universel. C'est les deux espaces, les deux extrêmes de l'univers, l'infiniment grand et l'individu seul, isolé et nécessaire. Si on arrive à lier les deux, eh bien on donne une raison d'être à un individu dans un ensemble qui le dépasse. Je crois que ça relève ensuite, ça relève de la foi, si vous voulez, parce que l'avantage du christianisme, notamment, enfin le christianisme surtout, le catholicisme romain, c'est qu'il vous donne les clés fondamentales pour aborder tous les milieux. Si vous êtes un très très bon chrétien, en fait, je parle de très bon chrétien, je ne parle pas du chrétien conciliaire ou du chrétien moderne, si vous voulez, mais dans l'ancienne tradition, on était véritablement un gentilhomme dès lors qu'on avait reçu cette éducation chrétienne, même si on était dans les milieux les plus populaires et les plus défavorisés. On a vu très, très, très remarquablement des petits-enfants élevés dans les milieux très très pauvres en France au XVIIIe siècle devenir de grands conquérants et des grands diplomates à l'étranger,
Parce qu'ils avaient reçu tout petit, grâce à leur maman et leur papa, des trésors, et grâce à l'église aussi, grâce aux prêtres, et aux gens qui les avaient entourés, des trésors sur les véritables valeurs de la vie. Et si vous voulez, ça paraît évident pour nous occidentaux, mais en fait on ne se rend pas compte qu'en voyageant, par exemple le rapport à l'argent, justement, puisque vous en parlez. Mais vous savez, si vous allez en Inde ou en Chine, l'argent c'est une valeur en soi en fait. C'est pas l'honnêteté, la grandeur d'âme, l'abnégation. Très 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 largement dans les sociétés non chrétiennes, l'argent fait l'homme de valeur. Un homme qui est riche est un homme qui est respectable en soi. Et le pauvre est un individu plutôt méprisable. Vous voyez, donc ça, ce sont des valeurs qui ne sont pas chrétiennes. Dès lors que vous avez reçu quand même des valeurs chrétiennes, vous avez déjà quand même gagné par rapport à tout ça énormément. Et en fait, même dans ces milieux indiens ou chinois que je fréquente, où il y a quand même des valeurs aussi, quand même, parce qu'il y a des spiritualités locales, ancestrales, qui ne sont pas aussi bien diffusées dans la société que le christianisme l'est dans la société occidentale, encore aujourd'hui, mais qui reconnaissent ces valeurs, enfin l'essentiel des valeurs chrétiennes, sans que vous ayez à les proclamer. C'est-à-dire qu'un individu qui viendrait d'Occident et qui se comporterait bien, et qui n'aurait pas justement cette espèce de morgue liée à l'argent, à la puissance, qui ne profiterait pas des circonstances, eh bien il est très très bien respecté, très admis et très aimé. Parce que c'est des sociétés qui ont aussi beaucoup de traditions, et les traditions elles ont du bon. Et il y a les spiritualités locales, bien sûr, qui soutiennent tout cela aussi, puisqu'il y a des points communs à toutes les religions et toutes les spiritualités du monde qui font qu'elles se reconnaissent entre elles. Donc les vraies valeurs chrétiennes sont très bien reconnues chez les hindous, ou chez les bouddhistes, ou chez les tenants du zen au Japon, ou chez les animistes aussi, en Afrique, etc. Et donc, moi personnellement, je suis très très bien reçu en Inde ou en Chine, parce que je viens avec mes principes sans les énoncer, si vous voulez. Je n'ai pas besoin de dire en permanence quelles sont mes valeurs, heureusement. Mais je suis très bien accepté parce que les gens se disent, bah voilà, c'est pas quelqu'un qui vient pour nous écraser avec des investissements, ou il vient partager quelque chose. Voilà. Donc, je crois que vous pouvez voyager en fait sans voyager. Vous pouvez donner à votre enfant des dimensions universelles sans voyager. Vous avez aussi des supports qui vous permettent de voir comment ça se passe ailleurs. Enfin, le livre, alors en l'occurrence, est un très très bon outil, évidemment. On peut découvrir l'Inde à travers les livres. Et on en saura beaucoup plus sur l'Inde en découvrant l'Inde par des livres que beaucoup d'Indiens qui vivent sur place. Parce que certains très beaux livres, en tout cas, ont permis de découvrir les dimensions profondes de ces sociétés-là. Oui, alors je disais tout à l'heure, il y a trop de livres, et puis maintenant je dis, bon, il faut aller dans les livres. Oui, mais c'est parce que je me sers de livres comme d'un outil. Et le livre n'est pas... Enfin, j'ai développé cette question sur la société universitaire, donc je ne vais pas revenir dessus. L'excès de société universitaire, c'est-à-dire l'excès de savoir rationnel et très peu d'expérience. Mais c'est autre chose, c'est une autre discussion. Donc, par exemple, pour ma part, j'ai découvert le Japon grâce à des livres, puisque à l'époque il n'y avait pas Internet, etc. Donc j'ai beaucoup lu de livres sur le Japon, enfin beaucoup. En fait non, pas énormément, mais j'ai lu quelques très très bons livres, et j'en savais beaucoup plus sur le Japon profond que beaucoup de Japonais, en fait, qui n'ont jamais lu ces choses-là. Alors eux, ils perpétuent toujours des choses très profondes qu'on ne ressent pas dans les livres, et qu'il faut aller chercher aussi, en vrai, ce qui fait que vous ne pouvez pas connaître un pays uniquement par les livres, mais vous pouvez quand même découvrir des secrets extraordinaires par les livres que les autochtones ne connaissent pas, voire rejettent d'ailleurs, parce que la grande constante en ce moment dans le monde entier, c'est que toutes les racines, toutes les traditions sont battues en brèche par une mode qui est la même que celle qu'on a en Occident, c'est-à-dire la société moderne, la société qui se veut moderne et qui en fait retombe dans des vieux réflexes quasi préhistoriques, en s'affranchissant de tas de découvertes qu'on a faites depuis des millénaires. Il est d'ailleurs extrêmement drôle de constater que les touristes qui vont en Inde cherchent les temples anciens, les vieillards qui portent des turbans, tout ce qui est très traditionnel, alors que la société indienne rejette largement ça, se moque et bat en brèche. Et que ces touristes eux-mêmes, la plupart du temps, sont en rejet de leurs propres racines et de leur propre patrimoine. De même que quand on va au Japon, on cherche les samouraïs, les kimonos, etc. Tout ça, c'est battu en brèche par la société japonaise moderne, enfin très largement,
parlait de la société révolutionnaire, en fait, universelle, qui s'est installée dans chaque pays et qui bat en brèche les anciennes traditions comme étant choses ridicules, superstitieuses, etc. De même que nous, en France, eh bien, nous n'avons que mépris pour nos cathédrales et nos églises, etc. Alors que c'est exactement ce que viennent voir les touristes. Ils viennent voir nos monuments, puisqu'on ne peut pas trouver aujourd'hui, on ne peut plus trouver de Français habillés à l'ancienne mode, de chapeaux de forme et de redingotes. Ben, on vient voir au moins les monuments. Et c'est exactement ce que les Français rejettent et laissent brûler et laissent détruire. Vous voyez, c'est la gangrène universelle. C'est cet esprit révolutionnaire qui détruit ce que nous allons par ailleurs chercher quand on va à l'étranger. Alors là, il y a toute une réflexion à mener sur le sens des racines, le sens de la société humaine et quelle est véritablement la force des sociétés. Et moi, je prétends que, en réalité, on a raison d'aller voir en Inde les vieillards à turban et les vieilles racines, parce que c'est là que se trouve l'identité et le trésor de la société, et non pas dans l'Indien moderne, banal, qui est exactement comme le New-Yorkais ou le Portugais ou le Parisien actuel, qui sont tous identiques sur leur téléphone, ayant la même vie, le même supermarché et les mêmes réflexes. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ça qu'on va chercher quand on va à l'autre bout du monde. On va chercher quelque chose d'authentique, de local, parce qu'il y a en nous une quête de sens, et nous savons que le sens de l'humanité correspond à une véritable filiation entre le don premier qui est fait à l'individu et sa vocation. Et le don premier, c'est nécessairement, non pas quelque chose de culturel, d'universel, de cosmopolite, mais quelque chose de particulier et relatif à la vocation. S'il y a un point universel, c'est la dissemblance des êtres entre eux. Le vrai point d'universalité, c'est non pas la ressemblance des gens entre eux, c'est le fait que justement, ils ont tous quelque chose de différent. C'est ça le vrai point universel. C'est ce que je développe dans un ouvrage. On dit toujours que ce qui rassemble les hommes, c'est ce qui fait qu'ils se ressemblent. Eh bien, c'est inexact, c'est faux. C'est ce qui fait qu'ils leur ressemblent qui les détruit. C'est tous les points de ressemblance et de proximité universels qui sont les sources de conflits. Il y aurait beaucoup moins de conflits si chacun était dans sa civilisation à l'aise et sans complexe et n'avait pas besoin d'aller conquérir les autres, en fait. Il n'avait pas besoin d'évangéliser de manière universelle des principes qui relèvent de l'opinion. C'est ce qu'a fait la Révolution française en envahissant toute l'Europe, en mettant à feu et à sang toute l'Europe. Elle a exporté la Révolution parce qu'elle estimait que ce qu'elle disait était valable pour tout le monde, alors qu'elle se trompait profondément. La seule chose que nous puissions transmettre et que nous devons transmettre à l'échelle universelle, ce sont des vérités absolues. Et ces vérités absolues, certes, elles-mêmes, passent par l'individu lui-même, et non pas des masses, et non pas une société générale cosmopolite.